Et on poursuit cette discussion toujours en compagnie de Christophe Nguyen, président d'Empreinte Humaine, psychologue du travail et des organisations. Nous ont rejoint Amélie Favre-Guité. Bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de Talent Management Group. C'est un cabinet de conseil RH et de formation. Et puis Caroline Aquet, bonjour. Bonjour. Vous êtes DRH du groupe Manutan, partenaire de cette émission. Caroline, je voudrais peut-être vous faire d'abord réagir à ce que vous venez d'entendre, ce dont on vient de parler avec Christophe. En tant que DRH de Manutan, est-ce que vous vous sentez concerné par toutes ces thématiques, toutes ces évolutions? Est-ce qu'il y a des choses que vous observez plus particulièrement au sein du groupe? Alors, en effet, j'ai été extrêmement intéressée par tout ce que vous avez dit, qui était un condensé finalement de ce que peut être une feuille de route d'un DRH aujourd'hui et de ces petits sujets de préoccupation. Après, j'ai été complètement alignée sur le fait qu'on n'a pas vu, je pense, en France, la vraie grande démission telle qu'elle a pu être aux États-Unis. Maintenant, chez Manutan, c'est vrai qu'on a eu une augmentation du turnover à la suite du Covid. Alors là, ça redescend un tout petit peu. On va voir si c'est un trend ou juste un soubresaut, avec néanmoins beaucoup d'attention à porter sur l'identification en fait des sujets où ça bouge plus que d'autres, notamment dans les équipes tech, digitales, les jeunes, les gens qui viennent d'arriver. On sent que là, il y a un turnover qui est beaucoup plus fort et une vraie stabilité dans le reste de l'entreprise. Donc voilà, il faut toujours creuser les datas. Donc ça, c'est sur cet aspect-là, sur le quiet quitting, sur le désengagement. Ça, je pense que c'est un mouvement qui est beaucoup plus préoccupant. Parce que ça veut dire qu'il y a un petit désamour qui risque de se mettre en place entre les collaborateurs et leur entreprise. Et ça, c'est pas très bon signe, je pense, pour la société française. Et donc, les entreprises, elles ont vraiment un rôle à jouer, à se poser des questions. Qu'est-ce que je fais de bien et de moins bien ? Et voilà. Après, là, on a de la chance chez Manutan, c'est que je pense qu'on a une culture d'entreprise qui a toujours mis en fait l'humain historiquement, depuis la naissance de l'entreprise, au cœur du modèle. Donc, on découvre pas aujourd'hui le bien-être au travail, la considération, l'individualisation qu'on doit apporter à nos collaborateurs. Donc, on part peut-être avec ça, mais en revanche, énormément de sujets pour pérenniser ces modèles dans le monde qui est le nôtre. Amélie, vous êtes au cœur évidemment de toutes ces problématiques. Et d'abord, pour revenir sur le désengagement, le désamour dont parlait Caroline à l'instant, est-ce que c'est mesurable? Comment est-ce qu'on le mesure? Parce que finalement, quelqu'un qui est derrière son écran, qui en fait un peu le strict minimum, ça ne se voit pas forcément tout de suite, immédiatement. Ça se voit pas tout de suite. Alors, beaucoup d'entreprises ont mis en place des process, les fameux longs process. Il y en a effectivement beaucoup trop dans les entreprises. Des enquêtes satisfaction. Aujourd'hui, il y a des petits robots qu'on peut installer sur les ordinateurs où, au moment du démarrage, on va demander comment se sent le collaborateur. Est-ce qu'il se sent épanoui? Est-ce qu'il se sent heureux? Est-ce qu'il s'ennuie? Et donc, il a juste à voter en quelques secondes. Et donc, à la fin, on a les RH qui vont analyser toutes ces données pour voir un peu comment se sent l'ensemble. Mais ça marche vraiment, ça, ou c'est un peu gadget et finalement, on répond vite fait parce que ça nous ennuie plus qu'autre chose? Il y a un peu des deux quand même. Ouais. Il y en a où c'est un peu gadget, où effectivement, quand on demande aux collaborateurs, avant d'ouvrir sa session, de voter pour pouvoir avoir sa session d'ouverte, effectivement, c'est le côté un peu gadget. Et puis beaucoup vont dire, bah oui, mais dans mon service, on n'est pas nombreux. Donc si la data est collectée par service, on va vite savoir de qui ça vient. Et donc il y a cette crainte aussi de tout dévoiler, de tout dire. Ouais, bien sûr. Alors les langues vont se délier plutôt lors des réunions un peu officieuses ou entre camarades, à la cantine ou ailleurs, où là, ils vont commencer à se dire les choses. Et si on a un manager ou un RH qui traîne l'oreille, va peut-être ressentir des choses. Mais le turnover est souvent le premier signe qu'on va repérer, qui va être un élément décisif et où là, on va se dire, OK, on voit des gens qui s'en vont, il va falloir réagir très vite. Christophe Nguyen, tout à l'heure, vous avez évoqué rapidement un effet générationnel. Oui. Est-ce que finalement, il y a un vrai désengagement des collaborateurs ou, pour reprendre une question de mon camarade de jeu Arnaud Ardouin, ce sont en fait de nouveaux comportements? Moi, je pense qu'il y a les deux. C'est vrai que si on parle des jeunes générations, ce qui est assez frappant quand on les écoute, c'est effectivement elles sont un peu perdues par rapport à la crise Covid. Elles n'ont plus les mêmes codes, elles n'ont pas les mêmes repères et ce que représente l'entreprise, finalement, est un peu nébuleux parce qu'elles ont vécu les confinements et elles ont, pour beaucoup, appris leur métier ou la fin, ceux qui arrivent sur le marché de l'emploi, la fin de leur diplôme derrière un écran. Et ça, c'est terrible parce qu'on n'apprend pas un métier derrière un écran. On voit toutes les difficultés en 100% télétravail intégré des nouvelles personnes et les turnovers, j'imagine, quand vous entendez les nouvelles recrues, quand elles partent, elles disent j'ai pas été bien intégrée ou j'ai pas compris en fait comment ça se passait. Et ça, c'est très important. Et ça, c'est encore l'humain dont on parlait.
Et ça s'apprend avec les autres. Et ne pas voir le travail se faire, effectivement, c'est compliqué. Hein. Au-delà d'arriver dans des locaux vides ou à moitié vides, et finalement de se dire qu'est-ce que je fais là, je serais mieux chez moi. Il y a cette question, effectivement, chez les jeunes, une vraie préoccupation aussi en termes de santé, de recherche de sens. Ils sont un peu perdus, ils ont vécu d'énormément de bouleversements. Et surtout, quand ils regardent l'entreprise, ça on le voit, et d'ailleurs la majorité des salariés le disent dans nos enquêtes, que la façon dont on a traité ou on traite les seniors influence forcément quelque part les jeunes. Et ils se disent, on les entend beaucoup dans les lignes d'écoute, chez les étudiants on a des lignes d'écoute notamment, dans certains groupes, et ils disent, moi j'ai vu mes parents s'écrouler pour un rien, pour leur travail à la maison, je les ai vus passer des heures pas possible finalement, et du jour au lendemain il y a eu un PSE, ils étaient contents de prendre le PSE, voilà, ils ont fui d'une certaine façon. Vous voyez, je caricature, c'est pas voilà, mais quand même globalement il y a ce désenchantement du rapport dans le monde du travail qui n'est pas le lieu d'où quelque part peut-être l'attrait des startups qui promettent quelque chose. Alors, qui ont leurs conditions de propres travail, difficultés de management. Voilà. Et on l'a vu, et qui tout de suite sont dénoncés dans les réseaux sociaux, et qui tout de suite, parce que finalement, je pense que c'est des attentes déçues qui finalement créent beaucoup finalement de déclarations, enfin voilà, de dénonciations de ces phénomènes-là. Mais par rapport à l'entreprise, j'ai envie de dire standard, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Là, je pense que c'est un problème de santé publique et qu'on ne fait pas assez dans les écoles pour accompagner la santé des jeunes qui arrivent dans le monde du travail. Ils sont vraiment en difficulté. Toutes les études épidémiologiques montrent que c'est une catastrophe. Hein. Et des pays, comme le Québec par exemple, demandent à ce que les écoles, les universités mettent en œuvre des actions, plans santé mentale pour les jeunes, parce qu'ils ont bien vu le problème. Nous, on est un peu dans l'angle mort là-dessus. Et on hérite de ça dans l'entreprise. Caroline, moi je me posais la question de savoir quel effet concret ça pouvait avoir sur l'organisation d'une entreprise, la performance d'une entreprise. Comment est-ce que vous appréhendez les choses? Parce que vous parliez de turnover, par exemple, si les conseillers clientèle changent tout le temps, j'imagine que ça a des incidences en fait concrètes pour les entreprises. Alors, c'est évident que ça challenge beaucoup l'organisation et il faut aussi faire très attention parce qu'il y a ceux qui restent et qui, du coup, se disent « Ouh là là, mais comment on va faire alors qu'on est 2 de moins comment ça va est-ce que ça ne va pas me retomber dessus ?» Donc, c'est pour ça qu'il y a une très grande vigilance à avoir. Néanmoins, je vais essayer d'être un petit peu peut-être polémique en disant qu'il y a une opportunité pour les entreprises, c'est de repenser l'organisation du travail. Finalement, est-ce que le travail qu'on faisait à 4 avant, est-ce qu'on a toujours besoin de ces 4 personnes pour le faire, maintenant qu'on a un nouvel outil, maintenant qu'on a travaillé sur des process un peu d'efficacité, maintenant qu'on s'est dit que la paperasse, c'était terminé. Donc là, il y a une façon peut-être d'être un peu plus ambitieux dans la façon dont on s'organise. C'est-à-dire que la technologie peut être une partie de la réponse. Oui, ou même parfois même sans rentrer sur un nouvel outil, juste se poser, vous savez, les méthodes de lean management où on se dit, OK, on regarde les irritants et on va gagner en fait du temps intelligent versus du temps perdu. Et un autre sujet, c'est la formalisation de notre knowledge management. Je suis désolée pour l'anglicisme, puisqu'en fait, souvent, quand quelqu'un s'en va, c'est mais oui, mais on perd la compétence, on perd l'historique. Ben oui, mais on perd la compétence et l'historique parce qu'on n'a pas été suffisamment malin pour l'historiciser, pour la formaliser, pour l'écrire, pour avoir un book de report. Et ça, c'est parce qu'on ne l'a pas fait. Donc je pense que, et notamment pour les petites entreprises qui n'avaient pas forcément cette culture, moi je vois chez Manutan, là on a une vraie alerte en disant maintenant il faut qu'on soit beaucoup plus rigoureux sur la formalisation de ce qu'on fait pour qu'on soit moins dépendant d'un homme ou d'une femme qui du jour au lendemain va... voilà, donc c'est un wake-up call pour les entreprises et voilà, d'une contrainte, il y a toujours une opportunité. Donc je pense que ça, c'est 2 sujets très importants en tout cas pour nous. Amélie, votre réaction là-dessus? Très intéressant, je rebondis par rapport aux jeunes aussi notamment, le fait qu'ils n'arrivent pas à trouver du sens, qu'ils ne comprennent pas non plus leur arrivée, ils ont du mal avec leur arrivée dans le monde du travail. Et effectivement, il y a un problème dès la formation, dès le démarrage, on leur explique pas la réalité du terrain, comment ça va être dans les entreprises. À un moment, il va falloir rapprocher l'entreprise et l'école. On est d'accord que... Ils ont beau faire des stages, de l'alternance, c'est à ce moment-là, ils se rendent compte qu'il y a un décalage entre ce qu'on leur raconte à l'école et ce qu'ils voient véritablement sur le terrain. Et c'est aussi ce qui va créer du désengagement, des démissions ou des changements de carrière. Moi, je vois plein d'étudiants qui ont terminé leur bac plus 5 et puis à la fin, ils disent en fait, je sais pas ce que je veux faire, ça correspond pas à ce que j'ai envie, le métier sur lequel je me suis formée, ça me plaît pas. Donc c'est effectivement, il y a un gros problème de désengagement et de
turnover, où ils vont se chercher. Donc en ce moment, c'est la folie sur l'ikigai, où je me pose plein de questions pour essayer de comprendre ce qui me plaît. Donc c'est effectivement des choses qui sont très importantes. Et sur la partie knowledge management, c'est essentiel. Aujourd'hui, les entreprises commencent à le comprendre de plus en plus, qu'il faut effectivement encourager les gens à alors mettre par écrit, beaucoup par vidéo aussi, maintenant ça se fait, où les gens vont raconter leur quotidien, comment ils travaillent, quels sont les outils qu'ils utilisent, comment ils arrivent à se processer eux-mêmes pour gagner en efficacité. Donc tout doucement, ça commence à se faire. Et puis il y a le côté où un jeune peut aussi apprendre des choses à un senior, le senior peut aussi apprendre quelque chose à un junior. Donc ce côté reverse mentoring peut aussi faciliter le côté transmission des connaissances et des compétences pour que l'entreprise puisse toujours s'améliorer et répondre à ce fameux wake-up call et se dire OK, on a compris par rapport à ce que les jeunes nous disent, parce qu'ils ont besoin d'être écoutés aussi quand ils arrivent dans l'entreprise, et par rapport à ce qu'on faisait jusqu'à présent, voilà comment on pourrait améliorer nos process et notre manière de nous organiser en interne. Donc effectivement, il y a beaucoup de travail encore. Oui, la formation, le partage de la valeur, la raison d'être, la culture d'entreprise, tout ça, c'est des leviers qui sont assez clairement identifiés. Mais Christophe Nguyen, est-ce qu'ils ont vraiment Est-ce qu'ils sont suffisamment palpables, suffisamment engageants aujourd'hui pour les collaborateurs ? Non, pour beaucoup, ça reste quelque chose qui est énoncé, quelque chose qui est dit, mais qui n'est pas dans le quotidien ou dans l'expérience du collaborateur. Voire, il peut y avoir des contradictions entre ce qui est dit et ce qu'on vit au quotidien. Vous voyez, quand on dit empowerment, confiance, autonomie, puis après c'est reporting, process. Bon, c'est le process. Pourquoi ? C'est le process. Bon, effectivement, ils comprennent pas. Vous voyez, ça, c'est une incohérence. Et sur ça, moi, on voit partout avec les entreprises qu'on accompagne, même institutionnelles, organisations de différents types, c'est les jeunes, en fait, ils nous décontenancent dans leurs demandes. Alors, ou bien on entend c'est tout de suite, ou bien c'est effectivement, ils sont moins motivés. Alors, les gens disent oui, ils sont moins motivés, puis on entend, mais ils ont raison aussi, parce que, bon, ça nous dit, ça nous re-questionne sur le management, et on n'a pas forcément parlé des managers là, ils sont aussi perdus par rapport à ces nouveaux rapports au travail. Ils disent, mais comment je repose mon management ? Quand ils voient des jeunes arriver avec des cheveux rouges qui vont travailler avec des gens, des personnalités politiques, vous voyez, il y a des codes qui ne sont pas été inscrits. Mais ils me disent, est-ce qu'on peut quand même, sans passer pour des harceleurs, dire que les cheveux rouges et le piercing et tout ça, ça ne le fait pas, c'est pas dans les codes. Ils n'ont plus les codes. Vous voyez. Donc il y a cette intégration et ce onboarding, je pense qu'il faut renforcer, il y a aussi ça, pour que dès le départ, j'ai envie de dire, l'expérience soit concrète autour de c'est quoi le métier, comment on se projette là-dedans, pourquoi ces codes, en quoi c'est important, revenir à des fondamentaux qui peut-être étaient plus implicites avant, parce que ça se transmettait on va dire comme cela. Et puis, je pense que ces nouveaux rapports au travail amènent des questionnements dans les nouvelles façons de manager. Parce que dans les nouveaux rapports au travail, il y a des nouvelles postures. Et confronté à du management contrôlant, du management qui ne fait pas confiance, du management qui n'apporte pas de valeur ajoutée, c'est-à-dire à quoi il me sert. Et d'ailleurs, avant, on parlait même d'entreprises libérées, on n'en parle plus, vous avez vu, c'est fini. On parlait de ce genre de choses. C'était à la mode à un moment, mais ça disait qu'on avait besoin d'efficacité. Et je crois que je rejoins ce que vous dites. C'est quoi l'efficacité ? Est-ce que c'est produire plus efficace, mieux ? Pourquoi pas ? Mais aussi, qu'est-ce qu'ils entendent, les salariés, par être plus efficace ? Et ce qu'on entend aujourd'hui, à cause de l'intensification, c'est produire plus, mais moins bien. Et on le fait en chantant des choses. Donc on nous dit il faut arrêter de faire ce qu'on faisait avant et on va se concentrer sur des choses. Mais est-ce qu'on a pris en compte ce que les gens avaient besoin dans leur travail pour se reconnaître et être fiers là-dedans ? Oui. Faire 10 pièces de plus, c'est pas forcément ça qui va me rendre fier et content. C'est est-ce que je le fais bien et qu'à la fin de la journée, je me dis « Ah, j'ai bien bossé, ça a été très utile ». Et aujourd'hui, le problème, c'est qu'on a beaucoup de gens qui disent « Je suis très bousculé, je suis très pris, chargé, mais à la fin de la journée, qu'est-ce que j'ai fait quoi ?» Voilà. Caroline, qu'est-ce que vous conseillez justement à vos managers là, dont on vient de parler pour gérer ça ? On sait que le télétravail aussi a pu être une réponse en disant voilà, on allège par exemple la charge liée au transport, mais en même temps certaines fonctions ne sont pas éligibles. Donc, est-ce qu'il faut faire vraiment du cas par cas, un management encore plus individualisé ? Quelle compensation pour les uns, pour les autres ?
Oula, beaucoup de questions. Eh oui. Donc, non, en effet, déjà pour revenir sur le manager, c'est vrai que le manager de proximité, son rôle, il est absolument clé. C'est lui qui prend toutes les pressions du dessous, voilà, à côté, le télétravail. Donc là, il y a un accompagnement à faire. Il faut renforcer, mais plus que la formation. Nous, on est parti sur une continuité dans la formation du manager, en considérant qu'il n'est jamais en fait formé, et il va continuer parce que c'est vraiment un exercice de plus en plus complexe. Il faut être très clair quand on parle au collectif. Donc le collectif, nous, on les engage beaucoup avec le sens et avec une communication qui est même peut-être beaucoup. On leur parle tout le temps de ce qu'on fait, les résultats, les problèmes, ce qui marche, ce qui ne marche pas, en se disant on est ensemble, enfin on partage. Donc ça, c'est pour animer le collectif. Maintenant, vous avez raison, aujourd'hui, on a tous des attentes individuelles. Donc là, l'enjeu pour une entreprise, c'est d'avoir ce collectif, voilà, qui va dans une direction, qui comprend, qui est engagé, qui a confiance dans son comité de direction, par exemple, et aussi, ok, mais moi, je veux télétravailler, moi, je veux avoir telle formation, moi, je vais être augmentée comme ci, comme ça. Donc, comment on gère ça et il faut faire les deux. Il n'y a pas de secret. Et autre chose aussi qui est vraiment assez fondamentale et une clé de succès, c'est, vous en parliez, l'onboarding. C'est le fait de bien retravailler l'arrivée du collaborateur, parce qu'on met beaucoup de temps à les recruter. Et donc, si en effet, on n'est pas au rendez-vous, les fameux, la règle des 3, je ne sais pas si vous la connaissez. Ah non, alors allez-y, la règle des 3. Les 3 heures, 3 jours, 3 mois. Donc, les 3 heures, voilà, vous arrivez dans l'entreprise. Est-ce que votre ordinateur est prêt? Est-ce que votre manager est là? Est-ce que l'équipe vous a organisé un petit déjeuner, un petit bouquet? J'en sais rien. Vous avez votre bureau. Là, vous dites, on est content que vous soyez là. Je suis considérée. C'est ça. On m'attend en tant que personne. Donc ça, je ne suis pas une ressource, donc top. 3 jours, c'est prendre ses marques, voir un petit peu les collègues, l'esprit d'équipe, les relations. Est-ce que c'est aussi bien que ça avait l'air ou est-ce que je me suis peut-être arrivée dans un nid de vipère? Donc ça, c'est hyper important. Et les 3 mois, on les connaît. C'est le coup près un petit peu de la période d'essai. C'est le moment où on reconnecte ce qu'on attendait avec ce qu'on a eu. Et donc, c'est pour ça qu'il faut avoir une extrême vigilance en tant qu'entreprise sur ces 3 jalons. Et j'ai l'impression que pour le coup près des 3 mois, il est maintenant dans les deux sens. C'est-à-dire, c'est pas seulement l'employeur qui dit stop. L'entreprise est à l'essai aussi. C'est l'entreprise est à l'essai. Plus en plus, on a beaucoup de jeunes et de moins jeunes d'ailleurs, dès qu'ils rentrent dans l'entreprise, maintenant analysent énormément de choses, 3 heures, 3 jours, 3 mois, mais même les J- avant d'arriver dans l'entreprise. Est-ce que l'entreprise m'a envoyé des emails? Est-ce qu'elle m'a déjà envoyé un organigramme, ce genre de choses? Donc déjà préparer l'onboarding avant d'arriver. Et effectivement, les personnes vont tout analyser. Ce côté transparence que vous disiez tout à l'heure, il est essentiel aussi pour les personnes pendant ces 3 mois et tout au long de leur carrière. Ce côté honnêteté de l'entreprise, c'est-à-dire qu'elle va me dire exactement ce qu'elle attend de moi. Elle va me donner exactement les moyens pour y arriver. Je vais pouvoir faire du feedback quand il faut à mon manager et lui va m'en donner. Et donc pendant tous ces 3 mois, la personne, elle va analyser tout ça. Et si elle se rend compte que pendant ces 3 mois, on n'a pas réagi à ses besoins à elle, c'est-à-dire elle a besoin peut-être de reconnaissance, elle a peut-être besoin d'une formation, elle a peut-être besoin de voir qu'on va pouvoir la faire grimper aussi rapidement. Donc après, chaque besoin est à chaque fois individuel. Et donc si on n'arrive pas à répondre à son besoin, à un moment donné, il va se dire « Ok, je vais m'en aller ». Et ça, c'est très dur aussi pour une entreprise d'arriver à déceler quel est le besoin du candidat. Moi, c'est ce que j'appelle toujours la zone de négociabilité, c'est-à-dire qu'il faut savoir sur quoi on va pouvoir négocier avec le candidat, sur quoi il faut aller. Est-ce que le candidat a besoin d'évoluer? Est-ce qu'il a besoin de reconnaissance? Est-ce qu'il a besoin de formation? Est-ce qu'il a besoin d'indépendance, justement? Il a besoin de télétravail, qu'on lui foute la paix? Ou au contraire, il a besoin d'être encadré? Parce que d'autres ont besoin de se dire d'avoir un manager qui est vraiment de proximité. Donc là, le manager, il change de rôle. Ça devient presque un coach pour l'ensemble de ses équipes. Moi, je voudrais qu'on termine juste avec votre vision internationale, Caroline, parce que vous êtes des RH Group, donc vous êtes sur plusieurs pays. Est-ce que parce qu'on a quand même tendance à se regarder un petit peu le nombril parfois, est-ce que nos problématiques sont inhérentes à la France ou est-ce que ce sont des choses que vous avez observées aussi ailleurs et avec peut-être des solutions qui viennent aussi d'ailleurs? Pourquoi pas?
Alors, en tout cas, au niveau européen, là, on est tous devant un marché du travail qui est très tendu. Les Pays-Bas, ils doivent même pas être à 5% de chômage, donc ils sont au plein emploi. Même chose pour les pays nordiques. Au UK, très compliqué le post-Brexit parce qu'ils ont quand même beaucoup de travailleurs qui sont partis, travailleurs étrangers, et qui assuraient un peu toute la main-d'œuvre du quotidien. Ce qui fait qu'on se retrouve, nous, dans nos entrepôts au UK, à ne pas pouvoir recruter, alors qu'on pourrait se dire c'est normalement des emplois qui ne demandent pas beaucoup de qualifications. Et il y a du débauchage de manutentionnaires au UK entre entrepôts. Oui. Alors qu'on aurait pu imaginer que c'était quelque chose plutôt pour les cadres, on offre des primes, enfin voilà. Bon, donc tout ça pour dire que c'est une réalité européenne et il y a beaucoup de développement de freelance. Donc l'idée aussi que l'entreprise va devoir aller chercher des ressources en dehors de son scope, on va dire, de salariés classiques. C'est l'entreprise augmentée en quelque sorte. Voilà, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut en tout cas, chez Manutan, on travaille très sérieusement parce que ça ne va pas changer, je veux dire. Cette réalité, elle est là, elle s'est installée et je trouve ça très bien pour la société française qu'on aille vers le plein emploi. Donc, c'est aux entreprises de trouver des solutions. On ne va pas se plaindre toute la journée en disant « mais ma bonne dame, c'est devenu bien dur ». Ben oui. Et donc, il va falloir être créatif, il va falloir faire encore plus envie aux gens, voilà, corriger nos défauts, être très honnête avec nous-mêmes. Et moi, j'ai un petit rêve, c'est que finalement les entreprises collectivement progressent et qu'on arrive justement à corriger ce petit désamour qu'on peut voir de temps en temps entre les jeunes ou les moins jeunes et le marché du travail. Merci beaucoup à tous les trois pour votre éclairage. Je pense qu'on aurait pu poursuivre la discussion une demi-heure encore. Caroline Aquet, DRH du groupe Manutan, Amélie Favre-Guittet, présidente de Talent Management Group, et Christophe Nguyen, président d'Empreinte Humaine. À très vite pour un nouveau numéro de Smart at Work.